Bonsoir à tous. Très bien. Bonsoir à tous. Bienvenue je remercie de votre présence au Conseil municipal du 16 septembre 2021. Dans les règles de séance, pensez bien à prendre le micro lorsque vous vous exprimez. C'est important parce que comme c'est radiodiffusé, diffusé par Internet, lorsque vous intervenez sans micro, c'est absolument pas audible lorsque c'est diffusé. Donc voilà. Je vais faire l'appel des présents. Catherine Barbereau, Patrick Michel, Marie-Agnès Descou, Jean-Marc Siozac, Laurence Audibert, Jean Bédu a donné pouvoir à Madame Catherine Barbereau, Sandrine Martins a donné pouvoir à Charlotte Lemétour, Claude Schaeffer, Isabelle Jodin, Fanny Billy, Charlotte Lemétour, Fabrice Bussy, Isabelle Dupré a donné pouvoir à Christophe Lasserre. C'est ça. Christophe Lasserre. Il est toujours là. Nathalie Nizy a donné pouvoir à M. Patrick Michel. William Netto de Jésus, absent. Brigitte Foulon. Loïc Tran. Hervé Guise. Arnaud Schmitt. Nathalie Bels. Jean-Marc Longequeux. Magali Boire. Dominique Françoise. Christophe Prudhomme. Et Mapril Batista. Merci. Nous avons le quorum. Je désigne le secrétaire de séance. Si elle veut bien, je propose Madame Isabelle Jodin. Merci. Vous êtes d'accord? Comme d'habitude, je vais commencer par quelques actualités, si vous le voulez bien. Mesdames et messieurs les élus, ainsi que je le fais depuis plusieurs conseils à mon initiative, je vous fais part des dernières actualités majeures depuis le dernier conseil municipal du 20 juillet 2021. Je rappelle que cette séquence préliminaire à l'examen de l'ordre du jour vise uniquement à informer l'ensemble du conseil municipal et le public lorsqu'il est présent ou lorsqu'il a accès à la retransmission vidéo de notre séance, et qu'en conséquence, mes propos ne peuvent appeler aucun commentaire. L'espace de débat s'exerçant réglementairement lors des délibérations inscrites à l'ordre du jour et par les questions posées par les listes minoritaires. Je procède donc à la lecture de ces quelques informations avant de passer à l'ordre du jour. Les récents événements, notamment la rentrée scolaire, le jeudi 2 septembre, le groupe scolaire des Candriers a fait sa première rentrée sous la direction de la nouvelle directrice, dont nous avions fait connaissance en juin dernier avec Marie-Agnès Descou et d'autres élus. C'est dans une certaine forme de sérénité, je dois dire, que les 159 enfants de maternelle, 55 nouveaux, et 220 élèves en élémentaire, dont 15 nouveaux, ont découvert leur nouvelle classe et leurs nouveaux professeurs. Mesdames Descou, Barbereau, Audibert et moi-même étions présents pour accueillir les enfants très souvent, finalement souriants, à l'entrée de l'établissement. Nous rencontrerons prochainement la directrice pour échanger sur cette période et recueillir les éventuelles suggestions qu'elle pourrait nous faire. Nous remercions bien évidemment les parents pour leur patience, les agents, encadrants et professeurs, et bien sûr Madame la directrice pour cette rentrée qu'on peut qualifier de concluante. La situation sanitaire à l'école et à la crèche. Alors, je rappelle quand même que les décisions prises dans le cadre de l'école ont été prises par l'Éducation nationale et que la crèche se réfère au protocole notamment de l'ARS et d'autres protocoles. Cependant, je peux vous donner l'information suivante. Il y a eu des fermetures de classe pour les cas de Covid. Lors de la première semaine, en fait la deuxième semaine de la rentrée, du 6 au 10 septembre, avec une reprise le 13 septembre, on a eu une classe de CM2, une classe de petite section et une classe de petite section et grande section. La semaine d'après, la semaine qui a suivi, du 13 au 17, avec une reprise le 20, il y a eu une classe de CM1. Dans la crèche, il y a eu une fermeture du lundi 6 au 10 septembre avec une période d'isolement et une réouverture le lundi 13 septembre. Alors, je sais qu'il y a une question tout à l'heure qui est posée dans les... Donc je repréciserai sur certains points qui ont été posés dans la question. Forum des associations du 4 septembre, dans ce contexte sanitaire compliqué, toujours compliqué, nous pouvons nous féliciter d'une bonne fréquentation de presque 300 personnes, 297 pour être exact, n'est-ce pas Fabrice,
visiteurs venus prendre connaissance des activités des 32 associations présentes, dans le respect des consignes sanitaires, avec le contrôle des passes sanitaires par les élus et relayés par la police municipale. Nous avons accueilli 7 nouvelles associations, ouvert de nouveaux créneaux horaires à la salle des sports, à la halle des sports, et nous avions invité 2 food trucks pour rendre ce forum plus convivial encore. Nous en profitons là encore pour remercier tous les participants, présidents d'associations, intervenants, agents et élus, et notamment Sandrine Martin et Fabrice Bichy ici présents, qui ont contribué à la réussite de cet événement. Bibliothèque Annie et Jean Philbert. Alors, certains d'entre vous ont entendu dire que la bibliothèque de Pomponne allait fermer définitivement, je mets ça entre guillemets, le 1er septembre. C'est effectivement l'information que nous avons reçue début août suite à une décision unilatérale de Marne-et-Gondoire, à qui nous avons délégué la compétence, souvenez-vous. Après entretien avec les services et le cabinet du président, nous allons avoir un retour du planning des travaux tout prochainement. À l'issue de ces réparations, la bibliothèque rouvrira. Par ailleurs, le propriétaire a diligenté une visite pour faire établir également une mise en accessibilité de ce local. J'en reviendrai puisqu'il y a une question qui a été posée dans ce sens. En mairie, depuis le dernier conseil, nous avons accueilli 3 nouveaux agents administratifs pour les postes de responsable comptabilité finance, social et scolaire et ressources humaines. Un nouvel agent à SVP renforce également les effectifs de la police municipale. Chers conseillers, vous trouvez d'ailleurs devant vous, sur vos bureaux, en conseil, le nouvel organigramme des services. Camp de Rome sous la 104. Depuis le début juillet, nous avons noté l'installation d'un camp de Rome sous le viaduc de la 104. Il nous a été signalé par notre police municipale et 2 familles ont été prises en charge par les services sociaux assez rapidement et les associations jusqu'à la semaine dernière, quand une solution d'hébergement leur a été trouvée. Avec l'aide du sous-préfet d'arrondissement, des services des départements de la police nationale et municipale, nous avons fait le nécessaire avant d'autres installations sur un site dont je rappelle qu'il est insalubre et dangereux pour eux et pour les personnes qui passent autour. D'ailleurs, je crois qu'ils sont en train d'intervenir, la DRIE est en train d'intervenir sur le site. Le but, c'est évidemment d'enlever les baraquements qui sont très tentants pour une nouvelle installation, puisque tout ça s'est fait à un moment donné où aussi il y avait eu l'incendie du camp de Mitry-Compan avec 300 personnes qui étaient parties de ce camp-là. Et on s'est retrouvé dans une phase où à un moment donné, il y avait 80 personnes en simultané sur le site. Donc il a fallu réagir vite, c'est pour ça que j'ai demandé une réunion express en sous-préfecture avec le préfet qui a accédé à ma demande. Donc les baraquements vont être démolis et il va y avoir une sécurisation du site avec la complexité de ce chemin d'accès qui est mutualisé finalement entre la SNCF, les lignes à haute tension et puis la DIRIF, la direction régionale des routes d'Île-de-France. Voilà. Donc c'est en voie de solution, vous verrez par vous-même, mais le but évidemment c'est de sécuriser pour que ça ne puisse pas se reproduire autant que faire se peut. Voilà. Cependant, il reste effectivement un SDF rue de la Gare qui est effectivement un comportement qui est très, très problématique. On en a été évidemment alerté très rapidement et nous avons sollicité à plusieurs reprises les associations, les services sociaux pour une prise en charge. Alors, la police nationale est intervenue aussi, mais nous continuons à faire le nécessaire pour que cette personne puisse être prise en charge, mais elle est particulièrement violente et en fait elle ne se laisse pas approcher. Donc pour l'instant on ne connaît pas l'identité de cette personne, c'était une personne qui était sur Shell avant, sauf que sur Shell quand on lui courait après, elle courait plus vite et puis on n'en parlait plus, sauf que là comme il s'est mis dans une alcôve sous le pont en X, et dès qu'on l'approche, eh bien il est très violent, il ne se laisse pas approcher. Donc là encore, le préfet est au courant avec la police, mais on ne peut pas évacuer comme ça quelqu'un sans en faire un diagnostic psychique. Hein. Donc voilà, on est dessus, mais c'est très compliqué. Sachez qu'on est mobilisé autant que sur le social que sur la salubrité et la sécurité. Catastrophe naturelle. Suite aux événements du 19 juin et du 13 juillet, les 2 journées, la commune a envoyé en préfecture une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour notre commune sur ces 2 dates. Et il fallait faire 2 envois, donc on a fait un envoi le 29 et un autre le 30 juillet. Ces demandes ont été analysées en commission, de ce qu'on sait, le 7 septembre, mais nous n'avons pas encore reçu en mairie la notification de la décision. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce jour, nous avons reçu en mairie 25 demandes d'administrés pour faire reconnaître l'état de catastrophe naturelle et les désagréments, les désordres qu'ils ont subis. Nous vous tiendrons informés de la suite. Enfin, un partenariat avec Marvelous Island. Alors on y reviendra, mais je fais un peu de pub aussi, parce qu'on a
c'est Lloyd Tran qui a beaucoup œuvré là-dessus. L'histoire, c'est que c'est parti d'un prestataire qui était intervenu sur la fête de la musique, qui nous a proposé à un moment donné un partenariat pour qu'on puisse, et je vous en expliquerai peut-être tout à l'heure dans les décisions du maire, pour qu'on puisse bénéficier d'un crédit d'intervention de leur part pour justement faire une fête de la musique encore plus intéressante l'année prochaine. Ce qui nous intéresse là, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 50 places gratuites pour les Pomponais pour la journée de dimanche 19. Donc voilà, pour ceux qui veulent, faites-en un peu de pub, parce qu'il nous en reste un petit peu. Je dois dire que c'est un événement qui faisait polémique à un moment donné, et ils ont écouté, et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un seuil sonore qui est beaucoup plus cadré que ça l'a été, notamment lors de la première édition. Donc voilà. Oui, mais on n'a pas bénéficié de ce que du sujet que j'évoquerai tout à l'heure. Il n'en demeure pas moins que ça vaut le coup, plutôt que d'avoir des places qui nous restent sur les bras, d'aller en chercher avant dimanche 19. Donc n'hésitez pas à en parler à vos amis pomponais. Les activités étant terminées, je vais passer à l'ordre du jour. Il s'agit en premier lieu des modifications des statuts de la communauté d'agglomération des Marnais-Gondois qui vont... Ah pardon, excusez-moi, vous avez raison. Mais tout à fait, non, mais ça peut, on pourrait le faire, mais c'est vrai, on va le faire au début. Je vais demander l'approbation, parce que là je ne le voyais pas, des PV. Alors souvenez-vous, il s'agissait des PV du 2 avril, 6 mai et 20 juillet 2021. Donc nous passons dans un premier temps à l'approbation du PV du 2 avril 2021. Est-ce que vous avez des remarques? Oui. Oui, donc merci pour les corrections et la prise en compte notamment de nos remarques. J'ai 3 remarques, moi. La première, ça concerne, c'est des fois du détail, concerne la délibération 2021-87 au budget primitif. On me fait dire que il est parlé des dépenses d'investissement récurrentes. Non, ce n'est pas les dépenses d'investissement récurrentes. Voilà. Donc je pense que l'adjectif récurrente à investissement n'a pas lieu d'être. Et ensuite, c'est M. Schmitt qui a parlé de la dépense des panneaux lumineux à 80 000 € et pense que ces panneaux publicitaires sont à mettre en fonctionnement plutôt qu'en investissement. Pardon, en investissement plutôt qu'en fonctionnement. Donc ça, c'est bon. Mais c'est M. Schmitt. Et M. Schmitt a souligné que les dépenses supplémentaires sont possibles grâce au bas de laine. Il a demandé quel sera le financement complémentaire prévu quand le bas de laine sera épuisé. Et M. Ciozac a répondu que des recettes complémentaires seront à rechercher pour les prochaines années. Voilà. C'est juste les petites remarques. Est-ce que vous pouvez juste nous donner la page pour qu'on puisse se repérer Alors ça, c'est la libération 2021-87, c'est le budget primitif. Oui. Voilà. Vous l'avez? Oui. Donc page 23, donc. C'est ça? Alors attendez, moi je vais le prendre. Bon, page 23. D'accord. Voilà. Où viendrait s'insérer, pardon, excusez-moi, la deuxième et la troisième? Oui, c'est ça. En fait, c'est pour rajouter au corps de texte, c'est ça? Oui, c'est ça. On dit M. Guise confirme les remarques de M. Longequeux, rappelle que dans le document, voilà, donc, les espaçants, il dit que les dépenses d'investissement récurrentes, donc ça, il faut barrer récurrentes. Et après, il s'étonne de la dépense de panneaux lumineux à 80 000 €. Ça, c'est M. Schmitt, c'est pas moi. Enfin, je partage, mais c'est. On doit à César ce qui appartient à César. Parfait. Y a-t-il d'autres remarques? Donc,
On passe à l'approbation. Donc, qui est contre l'approbation de ce PV du 2 avril 2021? Qui s'abstient? Je vous remercie. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 6 mai 2021. Y a-t-il des remarques? Oui, quelques remarques. Alors, là, du coup, vous trouvez la page, c'est la délibération 2021-95 qui parle du contrat d'aménagement régional. Et donc, je vais reprendre, hop, pour vous redonner la page. Page 6, page 5 ou 6, 6. Oui, c'est ça, la page 6. Alors là, c'est où j'interviens et je pense qu'il y a, du coup, c'est pas compréhensible. Donc je pense que c'est erroné et c'est même parce qu'on voit M. Guy se pose la question si les 380 000 € correspondaient au budget de la mise en accessibilité en du groupe scolaire autant intérieur que extérieur. Point d'interrogation qui correspond au budget de l'opération. Point d'interrogation. Elle souligne que le montant à ce jour n'est plus de 390 000 et demande confirmation qu'il s'agit bien là de la formule dans laquelle le budget est maximisé. Enfin, tout ça me paraît bien complexe par rapport à la lecture. En réalité, moi, ce que j'ai dit, c'est que j'ai remercié M. Soziac de la précision qu'il avait apportée concernant l'explication des frais d'études. Et du coup, je m'étais interrogé entre la différence entre le coût de 393 650 € et celui de 793 500 € repris pour l'opération 1, qui correspond effectivement à la mise en accessibilité du groupe scolaire. Et là, M. Soziac a répondu que le budget a été maximisé pour bénéficier des subventions au maximum. Ça, c'est bien repris. Mais il faut juste préciser, alléger ce paragraphe, parce que c'est vrai que ça, à la lecture, celui qui n'est peut-être pas présent, je pense, aura du mal à comprendre. Y a-t-il d'autres remarques? Je passe à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 6 mai 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et le procès-verbal du conseil municipal du 20 juillet 2021. Quelles sont les remarques, s'il y en a? Alors ça concerne la délibération 2021-109, la création d'un poste d'adjoint administratif territorial principal de première classe. On dit que cette création concerne les missions du responsable du service scolaire. Je pense qu'il faut ajouter qu'il y a aussi la caisse des écoles et le CCAS, comme c'était d'ailleurs précisé dans la note de présentation lorsqu'on a eu le sujet, suite au départ en disponibilité d'un agent. Donc il faut rajouter quand même qu'il n'y a pas que le service scolaire, il y a scolaire social en fait. C'est ça, voilà, ils étaient marqués CDE, CCAS, mais on va éviter l'acronyme pour que ça soit compréhensible. Et moi j'avais demandé aussi quand serait supprimé le poste et M. Soziac m'a répondu que le poste de l'agent parti sera supprimé à la fin de sa période de disponibilité, ce qui est assez logique. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques? Ensuite, la délibération, je pense que c'est la suivante. La création d'un poste de rédacteur territorial, c'est préciser peut-être que la création de ce poste permet le remplacement de l'agent chargé des ressources humaines après sa mutation. Et M. Soziac a indiqué que le poste sera supprimé après avis du comité technique et que le recrutement s'était fait d'ailleurs sur un grade inférieur. Juste une dernière remarque sur nos questions sur le permis de louer. Vous avez effectivement précisé que ça serait traité en commission mixte urbanisme social. Donc voilà, même pas de le redire. Voilà. Et moi, pour information, ça c'est de l'information, hein, il y avait eu une question concernant une double signature. J'ai communiqué aux membres du conseil présent la capture d'écran avec la double signature.
Et concernant une autre question, je vous informe que concernant l'absence de réponse aux questions posées post-commission association du 17 juin, faute de n'y avoir pu y participer, je vous informe de ne toujours pas avoir de réponse malgré votre demande qui a été faite auprès de Madame Martin. Merci. D'autres remarques pour l'approbation de ce PV du Conseil municipal du 20 juillet 2021? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons au point 1 de l'ordre du jour, qui concerne la modification des statuts de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, pour demander notre approbation. Alors, il s'agit en fait d'une modification des statuts qui a été faite par Marne-et-Gondoire, bien sûr, par des sollicitations à la fois de l'État pour rajouter des compétences. On peut les lister. Donc, effectivement, il y a eu des compétences supplémentaires définies librement de la création, de l'aménagement et de la gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbain, et l'organisation de la gestion d'exposition avec la collection des musées du territoire, et à l'intégration des observations formulées par la préfecture de Seine-et-Marne en date du 24 avril 2019 et du 12 novembre 2020. Donc il y avait besoin de faire un toilettage des statuts pour se mettre en règle. Donc il s'agit de plusieurs points. Le premier, c'est qu'on ajoute le terme création dans la compétence obligatoire gens du voyage, en plus de l'aménagement, entretien, gestion des aires permanentes d'accueil et aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs. Premier point. Deuxième point, la loi 2018-957 du 7 novembre 2018, qui est relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, a modifié cette compétence, inclut désormais de manière expresse la création en plus de l'aménagement. Donc voilà, c'était l'explication. On ajoute également le terme définition dans la compétence obligatoire, aménagement de l'espace communautaire, en plus de la création et la réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de l'article L300-1 du Code de l'urbanisme. En ce qui concerne la classification de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, ça devient une compétence obligatoire afin d'être attribuée aux communautés d'agglomération. Voilà. Suppression de la police intercommunale environnementale des compétences facultatives. Donc c'est enlever des statuts dans la catégorie des compétences facultatives, puisque la CMG exerce de plein droit en lieu et place de ses communes membres le bloc de compétences en matière de politique de la ville. Celle-ci comprend la composante dispositifs locaux de prévention de la délinquance, dans laquelle s'inscrit la police intercommunale environnementale. De ce fait, ce service n'a pas vocation à figurer parmi les compétences facultatives de la CMG. Suppression de la deuxième phrase de l'article 6 des statuts approuvés, donc c'est des statuts, vous les avez approuvés en 2019, relatifs à la représentativité. En effet, la deuxième phrase des statuts de la CMG en date de 2019 fait état de délégués élus par les conseils municipaux sur le fondement de l'article L5211-7 du CGCT, lequel concerne les dispositions relatives à l'organe délibérant des syndicats de communes. Aussi, il convient de supprimer cette mention. Donc nous retirons de la mention le volet plan local d'urbanisme, cette mention, point, pardon. Ensuite, retrait de la mention du volet plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale de la compétence en matière d'aménagement de l'espace communautaire. Les communes du territoire de Marne-et-Gondoire ayant exprimé leur opposition au transfert du volet plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale de la compétence obligatoire en matière d'aménagement de l'espace communautaire, il convient de retirer donc cette mention des statuts de la CMG pour plus de visibilité sur cette compétence au sein du bloc communal. Ajout de la compétence relative à la création, l'aménagement et la gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbain. Cette compétence concerne le réseau de chaleur communautaire de la ZAC du Sycomore, donc sur Bussy-Saint-Georges, et le réseau de chaleur à partir du four d'incinération des ordures ménagères du Citrel sur Saint-Thibaud-des-Vignes. Ajout de la compétence relative à l'organisation de la gestion d'exposition avec les collections des musées du territoire, donc il y a une forme de mutualisation. Mise à jour de la rédaction de l'intitulé des compétences et de l'organisation de celles-ci au sein de l'article 5.
Mise en conformité avec le CGCT et le code électoral de l'article 6 relatif au mode de désignation des conseillers communautaires, on en parlait tout à l'heure. Mise en conformité avec le CGCT de l'article 8 relatif à la composition du bureau. Donc le conseil communautaire du 28 juin 2021 a approuvé ces statuts en ces termes. Le conseil municipal est invité donc à se prononcer sur la modification des statuts de la communauté d'agglomération. Par mail du 19 juillet dernier, la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire nous avisait que les communes disposaient d'un délai de 3 mois à réception de la notification pour délibérer sur ces modifications statutaires. Voilà. Y a-t-il des questions? Certains des sujets avaient été discutés, notamment la compétence PLU, ça avait été refusé par l'ensemble des communes de la communauté de communes. C'est une sorte de toilettage en fait, véritablement. Oui. Ah, micro obligatoire. Pour nos amis dans le public. Bonsoir. Non, c'est simplement, donc là je vois bien, c'est un simple toilettage. En fait, il n'y aura pas de collecte derrière, ni de transfert de charge, on est juste sur une mise à niveau standard des statuts, regardez les lois qui ont pu être passées, point, c'est juste ça. Oui, puisqu'il n'y a rien qui corresponde à des charges aujourd'hui dans ce C'est ça, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de collecte. Non, puisqu'on rajoute création, voilà, mais aujourd'hui on fait. Non. Merci. Merci. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'approuver la modification des statuts de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Deuxième point à l'ordre du jour, il s'agit de la désignation d'un avocat pour rester en justice. Par lettre en date du 5 juillet 2021, Monsieur le procureur de la République a invité la commune à se présenter devant le tribunal judiciaire de Meaux le 5 novembre 2021 à 9h dans le cadre d'une procédure de contentieux d'urbanisme. Alors, il n'est pas nouveau, je crois qu'il a été généré des années précédentes, c'est vraiment une difficulté. Il vous est donc proposé par cette délibération d'autoriser Monsieur le maire à rester en justice dans l'instance ci-dessus rappelée et de désigner comme avocate maître Julie Desorgues, qui était déjà en charge de ce cas, pour défendre la commune dans cette affaire. Donc je crois qu'on vous a communiqué en annexe de manière confidentielle l'avis d'audience à la victime. Il s'agit effectivement d'une... Non, voilà, j'en dis pas trop, mais bon, il y a un problème de conformité par rapport à un règlement d'urbanisme et des autorisations qui n'ont pas été délivrées et des constructions qui ont été construites sans autorisation. Donc je vous demande, après en avoir délibéré, de m'autoriser à rester en justice auprès du tribunal juridictionnel de Meaux, dans la procédure commune de Pomponne contre la personne que je n'ai pas forcément envie de nommer là, mais que vous arriverez à lire, et de désigner également... Pardon, il y a une question, excusez-moi. Oui, c'est juste une question de détail. Pourquoi cette affaire-là remonte à 8 ans, si j'ai bien compris? Et pourquoi ça sort maintenant? Ah, ça ne sort pas maintenant, en fait, ça continue. Ça continue, il y a eu des phases de... Voilà, c'est avec des avancements de preuves qui n'en étaient pas. Enfin, il y a plein de choses comme ça que je ne peux pas évoquer là. D'ailleurs, je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais c'est une vieille affaire. C'est une vieille affaire et aujourd'hui, voilà, on voit un peu le temps que met la justice à essayer. Et là, on verra à la fin, mais ça a l'air d'être flagrant en fait. Voilà. Je vous rejoins dans le côté c'est long, quoi, parce que c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai entendu et c'est assez impressionnant. Parfois, comme sur certaines affaires, ça peut aller très vite. Enfin, voilà, et sur des choses comme ça, on a l'impression de se perdre dans le temps et en fin de compte, c'est vrai que c'est un peu rageant, surtout quand, entre guillemets, l'infraction est constatée sans ambiguïté. Mais comme vous l'avez dit, c'est le rythme de la justice. Il y a une forme de frustration. Il y a une frustration qu'on partage tous, je pense. Donc,
je vous propose de m'autoriser à rester en justice auprès du tribunal juridictionnel de Meaux, sur les délibérations. Et je vous propose également de désigner Maître Julie Desorgues, qui était l'avocate au barreau de Paris, du cabinet Julie Desorgues et avocat associé. Je vous laisse faire l'adresse pour défendre les intérêts de la commune dans cette instance. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 3, je vais laisser la parole à monsieur Jean-Marc Siozac. Merci monsieur le maire, mesdames, messieurs. Donc la délibération que je vous propose concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties et il s'agit de limiter son exonération pendant 2 ans, mais je vais tâcher bien sûr de vous en donner un peu les explications. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réforme de la taxe d'habitation, selon la loi de finances 2020, a apporté aussi des modifications sur le dispositif d'exonération de la taxe foncière. Pour la bonne raison, c'est que jusqu'à maintenant, dans la taxe foncière, il y avait donc 2 parts, une part payée au titre du département et une part payée au titre de la commune. Celle du département bénéficiait d'une exonération pendant 2 ans, et ceci pour un taux qui est à 18%. La commune, en juin 2015, avait décidé de ne pas appliquer d'exonération sur sa partie, qui est de 18,62. Il s'avère qu'aujourd'hui, si on devait rester dans la délibération qu'avait adoptée la commune en juin 2015, l'exonération serait totale puisque nous reprenons, nous, commune, les 36,62, le cumul des 2 taxes perçues, d'une part pour le département et l'autre la commune. Donc, c'est sûr que quelque part, les gens qui étaient habitués à avoir une exonération sur la part départementale, si on dit on ne fait plus aucune exonération, ça sera 0 exonération sur les 36,62. Donc l'objet de la délibération est de savoir à quel niveau d'exonération qui nous est imposé. Il y a un minimum qui nous est imposé sur la totalité de la part départementale et communale, et si on est prêt à exonérer 40% de ce cumul, ou 50%, ou jusqu'à 90%. Pour information, et je pense que c'est aussi intéressant de faire un peu de pédagogie là-dessus, les impôts locaux dans les recettes de fonctionnement représentent 62%, ce qui est une part très importante. C'est-à-dire que la commune est très dépendante de ces impôts locaux. C'est intéressant aussi de les comparer par rapport au département, puisque le département, lui, c'est 50%. Au niveau pas le département, les communes qui sont dans le département, pardon, c'est 50%. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que notre taux, nous, communal, qui est à 18,62, est aussi inférieur à celui qui est appliqué en moyenne dans le département, puisqu'il est à 23,42. On a en fin de compte une imposition qui n'est pas très élevée sur Pomponne pour ce qui concerne la part communale. Ce qui vient tout de suite gonfler la taxe foncière, c'est la part départementale qui, elle, pour le coup, est assez élevée en comparaison avec d'autres départements. Aujourd'hui, en effet, on en a parlé en commission, notre préconisation serait de limiter l'exonération de la taxe foncière totale à 40%. Pour la bonne raison, c'est que nous n'avons pas vocation, on n'a pas une politique d'urbanisme, de volonté d'attirer plus que cela, oui, des gens, mais en quantité, et puis surtout, on a besoin de cet argent pour faire fonctionner la commune, 62% de dépendance, on ne peut pas se permettre aujourd'hui, vous voyez bien le budget, c'est un peu parfois ric-rac, donc il faut que l'on essaie d'optimiser tous les mois toutes nos recettes. Et la taxe foncière en est une, c'est la raison pour laquelle je vous propose, à l'occasion de cette délibération, 2 choses, et donc on procédera à 2 votes. Le premier, c'est de l'appliquer sur tous les immeubles à usage d'habitation, parce qu'à la rigueur, nous pourrions très bien appliquer cette mesure qu'aux immeubles à usage d'habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État, et auquel cas, si on ne délibérions pas là-dessus, il y aurait 100% d'exonération sur ces immeubles à usage d'habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État. Donc nous, on souhaite que tous les immeubles à usage d'habitation soient intégrés dans cette délibération.
et en limitant l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en fonction bien sûr, en faveur des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logement à 40% de la base imposable. Voilà, j'ai essayé d'être pédagogue à travers les textes qui ne sont parfois pas toujours compréhensibles. Bon, moi, je n'ai pas de question, mais simplement une remarque. Effectivement, on a eu le débat en commission, et la question, effectivement, c'est celle que Jean-Marc vient de poser, c'est est-ce qu'on a envie d'attirer à tout prix des nouveaux propriétaires, auquel cas, on aurait intérêt à avoir un abattement de l'impôt plus élevé, 40%. Et si la réponse est non, et c'est plutôt la réponse qu'on a formulée en commission, alors effectivement, c'est légitime de limiter cet abattement à 40%. Voilà, donc je reformule simplement ce qu'on a dit en commission, et pour ma part, je suis évidemment tout à fait favorable à ça. Par contre, Jean-Marc, j'avais peut-être une suggestion. En commission, tu avais donné les montants que ça représente, tu avais donné les simulations. Ça peut peut-être être intéressant de les communiquer si tu les as. Oui, voilà. Sur la représente finalement l'impact de la mesure si on avait été à 40 ou 90% d'abattement. Sur la part de la commune, en tous les cas, la taxe foncière représente, l'exonération représenterait 130 000 euros. 130 000 euros, hein, c'est quand même pas rien. Et donc on en a encore une fois, besoin. C'est sûr que si on exonérait à 90% cette taxe, il ne resterait plus grand-chose sur la base imposable qui est de 4,8 millions. Hein. Faites le calcul, ça va vraiment, on risque d'être pénalisé. Ce que je tiens aussi à préciser, c'est que cette disposition qu'on prend, cette délibération qu'on prend, elle peut être revue l'année prochaine, elle peut être revue l'année suivante. Hein. C'est une décision qui peut aller en fonction de la politique de la commune par rapport à l'urbanisme. Là, c'est... Excusez-moi pour mon absence à la commission, encore une fois. Je les ferai les jeudis. Merci. Je rejoins complètement. Après, juste en termes de précision, le fait générateur de cette exonération, c'est bien l'achèvement des travaux. Ça veut dire, on est d'accord, c'est-à-dire que toutes les opérations qui vont sortir demain n'auront pas cette exonération quand même les permis de construire ont été accordés avant. Oui, tout à fait, c'est précisé en effet dans le... Et ça, c'est vraiment important. Par contre, est-ce que vous avez eu un retour de questionnement des personnes qui ont prévu de construire, on sait les opérations qui vont sortir, par rapport au coût de sortie? Est-ce qu'ils sont venus nous tirer la manche ou pas encore? Non. Non, il ne faudra pas les laisser faire. Hein. Parce que ça aura un impact. Oui, sachant que cette exonération est un des critères, soit incitatif, soit contre-productif pour les promoteurs de venir faire des opérations. Il est clair que le premier critère, c'est quand même la taxe d'aménagement. Donc ça en fait partie, mais à mon sens, c'est pas le principal. Mais il faut tout mettre dans le panier pour qu'effectivement, on ne soit pas forcément l'Eldorado de Marne-et-Gondoire en 1977. Bien, merci beaucoup. Donc je vous propose de passer au vote. Dans un premier temps, que cette limitation d'exonération concerne tous les immeubles à usage d'habitation. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Et enfin, de limiter l'exonération 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 40% de la base imposable. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Merci Jean-Marc. Point numéro 4, nous passons aux décisions prises par le maire en vertu de l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc, prendre acte de plusieurs décisions. Renouvellement d'une concession pour 250 €, la création d'une régie d'avance équipement,
une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'organisation et le suivi de la procédure de la désignation de l'architecte pour assurer la maîtrise d'œuvre de projets de bâtiment avec la SARL Terres et Toits pour un montant de 2520 euros hors taxe, soit 3024 euros TTC. L'attribution du marché à bon de commande pour l'éclairage public à la société Eiffage pour une part forfaitaire fixée à 50 000 euros hors taxe annuelle et une part unitaire fixée avec un maximum de 500 000 euros hors taxe pour une période de 12 mois reconductible 3 fois. Ça fait l'objet d'une CAO auquel certains d'entre vous ont participé. Convention d'assistance et l'accompagnement dans la recherche de financement des projets d'investissement de la commune de Pomponne avec Finances et Territoires pour un montant de 10 000 euros hors taxe. Ça avait été présenté par Jean-Marc Siozac, n'est-ce pas, sur la recherche de subventions. Je pense que ça va être un partenaire très efficace, on l'espère en tout cas. Achat de concession cimetière numéro 1080 pour 250 euros. Et puis je vous en parlais dans les actualités, la convention de partenariat avec NAFCO, qui est pour une participation financière de la ville au festival Marvelous Island pour 1500 euros, en contrepartie des 50 places pour le festival le dimanche. Alors vous allez dire, si je m'arrête là, c'est une mauvaise affaire par rapport à ce qu'on avait avant, puisque les 50 places, on les avait gratuitement. Mais je continue, et c'est là où ça devient très intéressant. La mise à disposition d'équipements techniques dans le cadre d'événements municipaux jusqu'à fin 2022. Et ça a été de haute lutte par Lloyd Tran ici présent. On a réussi à obtenir cette date-là. C'était important puisque du coup ça englobe la fête de la musique et donc des prestations et des équipements, des mises à disposition d'équipements techniques pour une valeur de 6 240 euros TTC. Donc on va pouvoir faire de belles choses et ça c'est plutôt très intéressant. On en est assez content. On verra comment ça se passe. Je vais passer aux questions diverses. Je vais commencer par les questions Pomponne la Nouvelle-Zélande, si vous le voulez bien. Je vais lire les questions et répondre. En fait, on va distribuer par délégation les questions et les réponses. Et on va à la fois les lire et y répondre. Je vais réunir la question numéro 1 et la question numéro 2. Confirmez-vous qu'une personne élue de votre liste fait l'objet d'une procédure d'expulsion suite à une décision de justice rendue en 2020 ? Première question, je la lis avec la deuxième question. Pensez-vous que cette situation et que les motivations de cette décision de justice sont compatibles avec la délégation de cette personne élue, notamment au regard de la charte de l'élu local rappelée lors du conseil municipal du 5 juillet 2020 ? Je réponds donc au global pour la question 1 et 2. Allez lire, il ressort des deux premières questions que vous posez dans le contexte de ce conseil municipal qui alors relève d'une affaire privée qui ne peut en aucun cas être abordée en public et qui pourrait constituer une atteinte à la vie privée condamnable, comme toute autre rumeur d'ailleurs. Je passerai donc à la question suivante concernant le magazine municipal et donnerai la parole à Madame la première adjointe en charge de la communication. Je vous laisse poser votre question, je laisse lire la question par Madame Barbero et elle y répondra. Donc voilà la question de la liste PUNE. Donc contrairement à l'engagement pris en réunion puis par mail, le dernier journal municipal a été diffusé sans aucun partage préalable de la maquette. Quand allez-vous enfin vous décider à vous inscrire dans un travail collaboratif alors que notre représentante montre une réelle volonté de travailler ensemble durant cette commission, Proposition d'articles, d'angles pour aborder les sujets, d'interviews pour mettre en valeur des acteurs de la vie pomponnaise. Voici ma réponse en tant que première adjointe chargée de la communication. Les propositions des participants lors de la présentation et des échanges sur le sommaire détaillé du dernier magazine municipal ont été majoritairement prises en compte ou le seront probablement dans un prochain numéro. Je remercie d'ailleurs chaque membre de la commission pour les suggestions qui ont été faites. À en croire les nombreux avis que nous avons reçus des Pomponnais sur le dernier magazine. Je cite, « Magazine riche, de qualité, enfin on parle des Pomponnais », je ferme la parenthèse. Le travail effectué a plu, a été apprécié et a suscité la curiosité. Je tiens à signaler que les délais d'exécution de ce magazine, que j'ai souhaité absolument mettre à disposition des Pomponnais avant l'été, étaient très courts. Cependant, et malgré les difficultés importantes que nous avons connues avec notre prestataire, qui font d'ailleurs l'objet d'une question de la liste complémentaire, de l'autre liste d'opposition, l'engagement a été tenu
et la finalisation de la publication a pu se faire. Je serai donc amenée à évoquer ce sujet lors d'une prochaine commission, si vous souhaitez, les membres de la commission, en parler. La prochaine parution du magazine est prévue en fin d'année. Plus d'anticipation sera faite sur sa préparation. C'est la leçon que nous avons tirée en matière d'organisation et de préparation justement de ce magazine qui demande beaucoup de travail si l'on veut effectivement tenir nos objectifs. Je suis en ligne. Bien, donc question 4. Je réponds en tant que maire adjointe en charge du cadre de vie. Avec la météo de cet été qui a favorisé la végétation, pouvez-vous nous communiquer les dates prévues pour l'entretien des abords publics, pistes cyclables du Général Leclerc, trottoir côté tennis, rue de Paris, stade des Corneilles? Alors, ma réponse est la suivante. À ce jour, l'entretien des sites cités dans la question, notamment avenue du Général Leclerc et rue de Paris, a été réalisé par les services techniques et le prestataire reconnu, dernière semaine d'août et les premières semaines de septembre, et ne présente pas d'anomalie, sauf peut-être à la hauteur de la Pomponnière et du garage Goffard, dont la nature exubérante a débordé légèrement sur le passage piéton et également sur l'abri de bus. Un réajustement sera programmé prochainement. Au retour de notre directeur des services techniques, le planning de nouveaux entretiens sera acté d'ici la fin d'année et vu en commission cadre de vie. Quant à l'environnement du stade des Cornuliers, son entretien était programmé il y a 2 semaines et a été réalisé. Donc l'état général est pour l'heure satisfaisant et ne nécessite pas de planifier prochainement des interventions. Question numéro 5. Quand pensez-vous réunir la commission mixte urbanisme social pour travailler sur le permis de louer? Nous ferons ça début octobre, après la réunion avec la réunion et le CCU. Donc première semaine d'octobre, nous organisons ça. Nous essayons de nous rapprocher de la CMG, des villes avoisinantes qui ont déjà ce permis de louer. Donc début octobre, comptez sur ça. Je suis désolé, mais j'ai le règlement municipal sous les yeux. Et ce qui est en train de se passer là sur les questions ne répond pas au règlement municipal que nous avons voté ensemble. Et j'aimerais savoir ce qui se passe. C'est la première fois que vous faites les questions et les réponses. Je ne comprends pas. Est-ce que je ne lis pas vos questions? Je lis vos questions. Mais oui, mais le règlement intérieur ne dit pas ça, monsieur le maire. Le règlement dit la lecture de la question par le conseiller municipal qui l'a posée. Voilà. Vous n'êtes pas celui qui a posé les questions, puisque c'est nous qui posons les questions. Donc j'aimerais savoir si on respecte les choses que nous disons ou pas. Voilà. Je m'interroge simplement parce que là, je suis ébahi et j'ai même mis du temps à comprendre ce qui était en train de se passer. Donc voilà, je vous invite à relire le règlement, page 7, qui précise comment cette séance de questions doit se passer. Moi, je comprends. Ça ne fait pas une grosse différence, mais on avance point, nous modifierons peut-être le règlement. Oui, vous avez raison. Surtout que jusqu'à maintenant on procédait comme ça, mais effectivement, moi je vous laissais terminer les réponses, je voulais intervenir après, parce que j'avais l'impression que, un peu comme quand vous présentez les points d'actualité, on n'intervient pas. Donc j'ai compris que ça partait sur ce ton-là, sur cette tonalité, et donc j'allais réagir, mais Arnaud a été plus impatient que moi et donc est intervenu. Voilà. Maintenant, il peut y avoir des questions qui grattent et d'autres qui ne grattent pas. Donc je vais revenir, j'entends votre réponse pour les 2 premières questions, Non, mais mon on pacte. sur l'histoire de la météo, Non, mais vous revenez pas dessus. Écoutez, je continue comme planifié pour l'instant. Et nous continuons sur les prochaines questions. Nous ne revenons pas en arrière. Donc allez-y, posez la question numéro 6. Allez-y. Vous en sortirez. Oui, enfin celle-là ne doit pas être trop polémique.
À la suite des inondations qui ont marqué notre commune en juin et juillet, quels sont les enseignements et actions issus de la réunion que vous avez évoquée avec la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, portée par la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire? Alors cette réunion n'a pas encore eu lieu, en fait. Donc, il n'y a pas encore eu de réunion organisée par la CMG et la préfecture sur ce sujet. Ce devrait être le cas prochainement, on n'a pas de nouvelles sur ce sujet. Au mois de juillet, lors du conseil, j'ai compris que vous l'annonciez comme prochaine. Elle devait être imminente, mais il ne s'agit pas de mon ressort. D'accord. À la suite de ces intempéries, combien de déclarations de sinistres ont-elles été faites par des pomponnais et quelle est la suite de votre démarche pour faire reconnaître Pomponne parmi les communes reprises par arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle? Donc c'est une question qui a été, évoquée dans les actualités. Donc ce que je vous ai dit, c'est qu'effectivement les deux journées du 19 juin et du 13 juillet ont fait l'objet de demandes de la part de la commune pour faire reconnaître l'état de catastrophe naturelle par des lettres du 29 et du 30 juillet. Et nous attendons donc la notification, puisque apparemment il y a eu une commission qui a analysé cette demande le 7 septembre. Quant aux personnes, je ne sais pas si vous posez la question, non, c'est pas vous, du nombre de personnes, j'y répondrai tout à l'heure. C'était dans les actualités, qui ont demandé, c'est 25 personnes qui ont demandé. 25 personnes. Ouais. Par contre, compte tenu du sinistre, il y a peut-être des personnes qui ont pu solliciter directement par maison droit, non? Ils ont tous été renvoyés vers vous après, comme il s'agissait par de questions d'assainissement. Alors, en tout cas, on a fait la communication, ils doivent faire la demande à la commune, pour qu'on en ait connaissance, parce que sinon on n'a pas la main mise. On ne peut pas les aider sur ce sujet-là. Dès qu'on en saura plus, évidemment, on en fera la publication. Juste une remarque, quand on pose des questions 2 jours avant, on n'a pas connaissance des points d'actualité que vous avez évoqués. Si on avait connaissance des points d'actualité, on ne poserait pas la question puisqu'on a la réponse dans vos points d'actualité. J'apporte cette précision. Pourquoi le deuxième radar pédagogique est-il installé route de Villevaudet à la sortie du quartier de la Pomponnette alors que la route est fermée après et pas sur la rue de Bordeaux comme décidé lors de la commission sécurité du 23 avril puis réabordé lors de la commission mixte travaux sécurité du 1er juillet? Alors vous avez raison, nous comptions sur le radar de Marne-et-Gondoire pour équiper la rue de Bordeaux comme prévu en commission, mais ceux-ci sans nous prévenir l'ont installé route de Bordeaux, face du FAM. Et de plus, ce dernier était défectueux. Donc c'est pour ça que ça a été installé de cette manière-là, mais nous allons prochainement installer un comme prévu en commission au Cornouillet. Oui, alors, du coup c'est dommage parce que lorsqu'on avait abordé ça en commission, c'était bien les 2 radars que la commune avait acquis. Hein. On avait bien évoqué ce sujet-là. Il y a eu un débat d'ailleurs en commission intéressant. Et l'idée était de le mettre, en tout cas, pour sensibiliser aussi les parents d'élèves qui arrivent et parfois pressés sur le lotissement parce que le matin, les secondes sont comptées. Voilà, donc c'est un regret. J'entends qu'il va l'être, mais c'est dommage parce qu'on aurait pu démarrer la rentrée avec ce radar pédagogique posé. Ça va être installé. Concernant la sécurité aux abords du groupe scolaire, envisagez-vous de poursuivre avec plus de volonté et d'efficacité le groupe de travail créé après notre sollicitation lors du conseil du 22 février et les nombreuses propositions s'ensuivent actuellement? Effectivement, le groupe de travail pour la sécurisation du groupe scolaire s'est réuni de nombreuses fois, il est vrai, et des pistes de travail et de solutions ont été proposées. Cependant, 2 événements importants cette année sont à prendre en compte en ce début d'année scolaire, avant de choisir les bonnes actions. Premièrement, l'ouverture de la halle des sports aux associations, aux horaires extrascolaires, avec un fonctionnement qui doit être analysé. Et également la nomination d'une nouvelle directrice au groupe scolaire qui pourrait être partenaire, déjà fait 2-3 remarques, pour trouver des solutions et éventuellement peut-être sur des changements d'horaire très, très marginaux, mais qui pourraient permettre peut-être de modifier ça. Donc c'est pour ça que pour l'instant on n'arrive pas à une conclusion, parce qu'on veut effectivement analyser tous ces facteurs. Mais on va poursuivre avec l'ardeur et la détermination qu'il faut. Alors oui, il y a quand même eu aussi de nombreuses réunions d'annulées. Hein. Il y a des membres ici présents qui font aussi partie de ce groupe de travail, dont je fais partie aussi. Donc j'entends le sujet de la halle de sport qu'on avait d'ailleurs évoqué dans une des réunions du groupe de travail. J'entends aussi qu'il y a toute une banque de propositions qu'il reste à traiter. Hein. Peut-être
elles sont toutes, entre guillemets, inapplicables ou financièrement pas atteignables. Mais en tout cas, il faut les aborder. Il y a eu des propositions qui sont faites, qui n'interfèrent en quasiment ou quasiment pas avec ce que vous avez dit. Et il y avait des travaux qui devaient être faits cet été sur une réflexion sur notamment la gestion de la rue de l'école et du sens interdit avec des restrictions, des autorisations. Bon voilà, il n'y a pas eu ce travail. Donc moi j'entends que vous dites oui, ok, ça va le faire, mais il ne faut pas que ça passe sur le même rythme que ça, parce qu'on a attaqué ce groupe de travail, c'était en avril, on voulait que ça aille vite. On voulait qu'il y ait des choses qui soient faites même en expérimentation à la fin de l'année scolaire pour qu'on soit prêt pour la rentrée. Et en fin de compte, on n'a rien préparé et la rentrée scolaire s'est passée comme ça. Et je vous le dis, j'ai fait passer un message, la situation n'est pas pour autant réglée. Alors on a eu des problèmes avec 3 classes fermées, donc peut-être que ça joue un peu, ça fait un peu moins de fréquentation, mais quand la vie normale va reprendre son rythme, les problèmes n'auront pas disparu entre guillemets avec le temps, et peut-être bien au contraire, on va vers la mauvaise saison. La mauvaise saison, c'est là où les gens prennent plus facilement les voitures pour se déplacer, parce qu'il pleut, parce qu'il fait froid, voilà. Donc les problèmes de circulation aux abords de l'école, pour moi, nécessitent encore un travail. On n'a pas arrêté de solution, donc on poursuit, effectivement. Je vous propose de passer aux questions du groupe Ensemble les citoyens pour Pomponne. Prenez le micro, Dominique, parce que... Fermeture de la bibliothèque Annie et Jean Philbert. La fermeture a compté du 1er septembre 2021 et selon les informations figurant sur le site de la ville, due à la réalisation de travaux. De quels travaux s'agit-il? Les travaux sont-ils financés par ICF La Sablière? Où en est le projet d'une nouvelle bibliothèque à Pomponne, permettant notamment l'accès des personnes en situation de handicap? Merci. Donc une partie de la question a été effectivement abordée dans les actualités, mais plus précisément concernant les travaux, il s'agit de travaux sur les descentes des eaux pluviales depuis la toiture terrasse. Ces canalisations apparentes courent en plafond du local, puisque c'est un local, on va dire, semi-enterré, mais qui est quand même en cour anglaise. Et selon les informations du propriétaire, les travaux sont prévus avant fin septembre et seront financés par lui. Il y a un diagnostic qui a été fait, justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, par le propriétaire, qui a été informé immédiatement qu'on ne pouvait pas fermer la bibliothèque et qu'il fallait faire le nécessaire pour faire les travaux. En ce qui concerne le site, un nouveau site pour un déménagement de la bibliothèque, à ce jour, il n'y a pas de site identifié. De toute façon, on en aurait parlé certainement dans les diverses commissions, y compris en commission urbaine. Par contre, il y a une étude de mise en accessibilité qui a été lancée par le propriétaire pour rendre accessible ce local aux personnes à mobilité réduite. Donc ça, le diagnostic a été fait. Quasiment, pour la petite histoire, quasiment au même moment où la Marne-et-Gondoire nous signifiait la fermeture définitive. S'il vous plaît, je peux juste permettre d'apporter une information et puis une réflexion, mais après ça se travaillera sûrement en commission. L'information qui a circulé dans Pomponne a été donnée par les personnes qui sont à la bibliothèque, aussi bien de Pomponne avant qu'elle ferme, que par exemple à l'ANI. Et l'information qui a été donnée, c'est la bibliothèque va fermer, elle ne rouvrira que quand il y aura un nouveau local. Voilà, donc on a découvert cette information, enfin en tout cas la fermeture de la bibliothèque, par les personnels de la bibliothèque qui l'ont dit à ceux qui viennent, entre guillemets, emprunter, rendre des livres. Puis après, moi, une réflexion plus personnelle, je ne sais pas combien vont coûter les coûts de mise en accessibilité du local, mais ça reste quand même un local en sous-sol, qui n'est absolument pas fun. Voilà, donc on discutera de tout ça, j'espère, en tout cas dans les commissions ad hoc. Mais regardons quand même, parce qu'on ne pourra pas le faire sortir de terre et en faire un bel espace culturel comme on aurait pu imaginer. Maintenant, je suis d'accord, il n'y en a pas qui naturellement sortent comme ça sur la commune. Groupe scolaire, travaux. Pouvons-nous avoir la liste et le coût des travaux réalisés au groupe scolaire durant l'été 2021? Claude, est-ce que tu veux... Le chef va vous répondre précisément. Donc nous avons fait la mise en peinture des 2 nouvelles classes, des sanitaires et de la circulation.
pour une somme de 13 568. La modification des WC des sanitaires pour 2970. Nous avons la création d'une cloison de séparation Farfadet-groupe scolaire pour 900 €. Des robinets sur le circuit de chauffage pour 992. De la serrurerie sur le porte d'accès pour 1052. Soit un total des travaux pour 19 482. TTC, tout à fait. Merci Claude. Question suivante, si vous voulez bien. Route de Villebaudet. Un membre. Un membre de notre ensemble les citoyens de Pomponne était présent à la réunion du comité de Villebaudet, donc moi-même. Pardon, Mapril, excuse-moi, il y a une question avant. C'est la numéro 4, Covid et crise sanitaire. Covid, Ah non, il y a même 3, pardon. Oui, Covid, crise sanitaire. Là, il y a 3, okay. pardon, il y en a encore une. Ouais, d'accord. Ok. Allez, Rob, tout à fait. Désolé. Installation de Rome sous le pont 104. Je pensais que cette question, tu avais répondu tout à l'heure. Oui, mais je pensais qu'elle était répondue. Tu as le droit de la Je ne poser. pas revenir dessus. Mais très bien. Au début de la période estivale, Monsieur le maire nous a dit que Monsieur le sous-préfet était informé de l'installation des Roms sous le pont de la 104 et qu'il se chargeait du dossier. Qu'en est-il à ce jour? Tu as raison, j'ai répondu pendant les actualités. Et donc voilà, écoutez, en tout cas, il a fallu réunir beaucoup de gens autour de la table dans une période qui était un peu estivale, puisqu'encore une fois, ils sont arrivés début juillet. Et donc, on a été vraiment sur le pont pour ces personnes-là qui étaient dans un état d'insalubrité. Il y a beaucoup d'associations qui sont venues les aider, et le but, c'était de leur trouver un endroit. Donc, ça n'a pas été évidemment simple, mais je crois que vous avez vécu ça à un moment donné aussi, dans les temps passés. Toujours est-il que là, la priorité, c'est de sécuriser le site pour que ça ne puisse pas se reproduire à cet endroit-là, qui n'est pas un bon endroit pour personne. En tout cas aussi, merci pour la situation de la personne SDF qui logeait sur le pont TGV, enfin de la ligne LGV, qui était là depuis aussi un moment. Donc là, il n'y a plus de tente, il n'y a plus rien. Et c'est vrai que du coup, ça peut rendre cette zone un peu plus intéressante parce que ça devenait un camping, entre guillemets, pas très intéressant. Alors, Covid, crise sanitaire. Le dimanche 5 septembre après-midi, les parents des enfants fréquentant la crèche La Pomponnière ont reçu un mail de la part de la responsable d'exploitation du secteur IDF S2 du groupe de la Maison Bleue, les informant la fermeture de la crèche à compter du lundi 6 septembre jusqu'au 13 septembre. Au groupe scolaire, des classes de primaire et de maternelle ont été fermées dès le vendredi 3 septembre et le lundi 6 au matin. Or, aucune information de la part de la mairie sur ces fermetures, ni sur le site qui demande à être mis à jour, ni sur la page Facebook, information à notre avis plus pertinente que la recette fraîcheur publiée le 15 août. Pourquoi? Pouvons-nous avoir un point précis sur la situation sanitaire à ce jour, sur les mesures de protection mises en œuvre? Merci. Merci. Les informations liées à la situation sanitaire du groupe scolaire sont des informations à destination des parents et émanent de la direction d'établissement ou des professeurs via des groupes de discussion, des sites internet ou des applications scolaires dédiées. Le site internet et la page Facebook de la commune ne sont pas des médias appropriés pour ce type d'information. En ce qui concerne la crèche, tous les parents des enfants en crèche ont été informés, certes dimanche soir, mais ils ont été informés par les responsables de l'établissement. L'objectif de ce type d'information, je le précise, est que tous les parents concernés soient informés en temps et en heure de la situation. Il n'y a pas d'utilité à ce que tous les Pomponais soient au courant de la fermeture de telle ou telle classe. Les établissements, je le rappelle, scolaires et de petite enfance ont leurs propres règles de fonctionnement et les protocoles de l'éducation nationale, les directives ARS sont également respectées. Question suivante, s'il vous plaît. Route de Villebaudet. Un membre de CP était présent à la réunion du comité technique Villebaudet. Le compte-rendu envoyé aux membres n'a pas repris ce qui avait été dit alors à la réunion pour les différents participants.
ce qui est regrettable dans la mesure où l'objectif de cette réunion était à chacun fasse des propositions. Comment expliquez-vous que ces remarques, suggestions n'aient pas été reprises? Merci. Bien, donc je vais fournir la réponse. Oui, en fait, je vais reprendre surtout la réponse que j'ai fournie, qui a été fournie en son temps par mail à M. Battista. Et je la relis. Il est vrai que dans les comptes rendus de commission, nous ne personnalisons pas les propositions des uns et des autres. C'est la commission qui a porté une éventuelle proposition. Je tutoie April, donc je reprends le tutoiement. Tu as donc par semaine complété à ta convenance. Nota, M. Battista a communiqué sa version à l'ensemble des membres du COTEC. Cependant, dans ce compte-rendu, toutes les suggestions sont notées ainsi que les freins à ta proposition qui ont été évoqués. Volontairement, nous n'avons mentionné aucun parti pris. Chaque apport est enrichissant pour la réflexion commune. Nous ferons mention de ta proposition personnelle lors du prochain groupe de travail qui avait été annoncé le 5-8 mais qui est repoussé donc à demain soir, si tu n'y vois pas d'inconvénient. L'expert pressenti, j'espère, sera là pour nous apporter l'éclairage nécessaire et les éléments de faisabilité. Ne pas oublier que toute position impacte les communes dont l'accord doit être unanime. Voilà la réponse. Communication, information. À ce jour, 14 septembre, c'est quand on a écrit, non-publication du compte-rendu du conseil municipal du 20 juillet 21 sur le site de la commune. Pour rappel, article L 21-21-25 du CGCT, modifié par la loi 2015-991 du 7 août 2015, article 84, je cite, « Dans un délai d'une semaine, le compte-rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe. » Ça a été repris dans le règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Pomponne. Non-actualisation du site internet, nom de la directrice de la crèche qui a quitté ses fonctions depuis plus d'1 an, la directrice du groupe scolaire non actualisé, calendrier des vacances, on a 2020-2021. ALSH, programme pédagogique, c'est 2018-2019, l'ancienne plaquette du CCAS non réactualisée comme suite à la réunion du 5 décembre 2020, etc. etc. Ces manquements sont-ils liés à la décision de notre prestataire de mettre fin à sa collaboration avec la ville de Pomponne le 27 juillet 2021 pour des raisons d'organisation générale, une seule rencontre avec M. le maire en 1 an, difficulté à s'entretenir avec l'adjointe en charge de la communication et l'agent territorial, non-règlement des factures dans un délai acceptable, la facture du 1er juin 2021 non réglée le 19 juillet, mais surtout des dysfonctionnements quant à la réalisation du magazine municipal. Pas de rétro-planning vu en concertation avec le prestataire pour déterminer sa faisabilité, transmission des éléments dans un délai très court avec demande express de travailler le week-end pour transmettre le BAT, bon à tirer, le mardi à l'imprimeur, sans concertation préalable avec le prestataire, refus de Madame la première adjointe en charge de la communication de revoir le devis basé sur 32 pages et non 48 à la version finale, le prestataire n'ayant pas reçu comme il se doit le chemin de fer pour établir son devis. Il ne le recevra jamais et devra se contenter d'un sommaire. Bien qu'ayant signifié ne plus vouloir collaborer avec la ville de Pomponne, le prestataire reçoit toujours des demandes d'actualisation du site. Y aurait-il un défaut de communication au sein de la mairie? Comment expliquez-vous de tels dysfonctionnements et comment envisagez-vous la suite en termes de communication, support papier et numérique? Je vais formuler ma réponse. Je vais formuler ma réponse. Auparavant, j'aimerais faire un rappel, puisqu'il y a eu allusion au règlement intérieur tout à l'heure, concernant la formulation des questions. La formulation devra être courte et rédigée en une phrase et précise et ne comporter aucun réquisitoire. Est-ce que ce rappel, oui, vous vous asseyez sur ce règlement? Je réponds à la question. Je veux bien, mais là, c'était un peu poussé. Alors, si je puis me permettre, excusez-moi, je pense que réponds à la question. Je pense que si je n'avais posé que les deux questions, sans relater tout ce qui s'était passé auparavant, ça serait tombé comme ça, d'où sortent-elles? Je vais vous répondre, je ne dévierai pas de ma réponse, puisqu'elle explique effectivement un certain nombre de choses.
et qu'un certain nombre d'événements et de situations doivent être expliqués, ne pas simplement avoir un seul son de cloche. Depuis le mois de mai, un litige important, non réglé entièrement à ce jour, nous oppose à notre prestataire, qui jusqu'ici assurait le magazine et la gestion du site internet, avec tous les droits qui lui avaient été autorisés à l'origine par la mandature précédente lors de sa première prestation en 2018. Des habilitations d'administrateurs du site avaient pu être obtenues, à force d'insister auprès du prestataire, pour permettre à l'actuelle mandature l'actualisation du site et à la mairie de reprendre progressivement la main sur ce savoir-faire extériorisé précédemment sans précaution générale. Ces habilitations légitimes ont été brutalement et sans avertissement reprises par le prestataire en juin, sans nous en avertir, nous laissant ainsi dans l'impossibilité de toute intervention sur l'ensemble de nos médias, sites internet et Facebook, et donc sur toute mise à jour, le site étant donc indisponible malgré son existence, ce qui a expliqué le fait de ne pas pouvoir faire les mises à jour que vous évoquiez dans votre question. Cela a été une période difficile que nous sommes en passe de solutionner progressivement. Je ne puis que conseiller aux Pomponais qui nous écoutent de se référer aux publications Facebook ou à Voisins Vigilants et Solidaires sur lesquelles nous avons repris entièrement la main et que nous maîtrisons. Lors de nos travaux avec le prestataire pour finaliser le magazine de juin, nous avons été l'objet d'insultes, de menaces écrites, d'ailleurs mises à exécution, de la part de ce prestataire et dont nous avons gardé la trace, bien évidemment. Certes, nous avons été exigeants, mais malgré ce qui vous a été rapporté et que vous devriez au mieux vérifier, nous avons toujours été respectueux dans nos demandes, ce qui n'a pas été le cas du prestataire. Nous avons pu constater alors que la capacité de réaction et de réponse n'était pas au rendez-vous tel que nous le souhaitions. Les faits que vous évoquez vous ont sans doute été reportés par ce prestataire avec qui, semble-t-il, vous entretenez encore relation et qui vous a donné sa unique version que vous nous reportez sans distinction, sans distinction. Pour l'information des Pomponais, les factures ont été réglées après réalisation de la prestation dans les délais habituels. Je doute qu'aucun d'entre nous, d'entre vous, ne reçoive salaire avant que d'avoir travaillé et réalisé la prestation. Il en est de même d'un prestataire et de la rigueur que nous devons d'avoir quant à la qualité de la prestation. Je rappelle également que le prestataire a signé avec la ville un contrat qui l'engage sur le site internet de la ville et sur sa maintenance sur l'ensemble de l'année 2021 et qu'en conséquence, il nous doit le service jusqu'en fin d'année, faute de quoi nous prendrons les mesures nécessaires. Actuellement, il refuse de le faire. Le chantage et les menaces dont nous avons été la cible, à la fois dans les employés municipaux, les adjoints, le maire, les délégués, et j'emploie ces mots à bon escient, ne font pas partie non plus des conditions d'une collaboration sereine et profitable, collaboration dont nous avions effectivement signifié il y a plusieurs mois aux prestataires qu'elle serait susceptible de s'arrêter fin 2021, non par la non-qualité de sa prestation, bien évidemment, mais simplement parce que la mairie souhaitait reprendre la main sur l'ensemble de nos outils médias. Vous évoquez à juste titre les dysfonctionnements de mise à jour du site qui portent préjudice important depuis plusieurs semaines, et nous en sommes conscients, mais non pas aux prestataires, mais à Pomponne et aux Pomponais. Ce préjudice est dû uniquement, ces préjudices sont dus uniquement au refus du prestataire d'exécuter ce pourquoi il a été rémunéré, et justement rémunéré. Nous sommes en train de trouver rapidement une solution pour offrir à nouveau des informations justes à nos concitoyens, avec Sophie Renaud, donc notre agent municipal s'occupant de la communication avec Monsieur le maire et avec la déléguée Charlotte Lemétour, donc à la communication. Nous aurons l'occasion d'y revenir en commission. Merci Catherine. On pourrait un jour avoir les échanges de ces mails où il y a des propos. J'en vois pas l'intérêt, tant que l'affaire n'est pas close, mais on pourrait effectivement pouvoir faire le tri entre le vrai et le faux de ce qui vous a été dit. Écoutez, moi j'ai. Non mais. Peut-être que j'ai connaissance d'autres mails là, qui. Voilà. Qui ont peut-être été écrits. On verra à ce moment-là. La question par la main gauche et la réponse par la main droite, je ne sais pas. En tout cas, le but c'est de trouver une information digne de ce nom pour les Pomponais, rien d'autre.
Pas de public, je clôt le conseil municipal. Merci à tous.